Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques E3A en 2022. Donc, première question, gamma de x, donc on est sur la fonction de R, fonction gamma de R, égale 0, somme de 0 à plus l'infini, tx moins 1 exponentielle moins t dt. Donc si j'appelle ça f de t, je vois que je peux l'écrire comme ça, elle est donc définie continue si t est supérieur à 0. En plus l'infini f de t sur 1 divisé par t2 est égal à f de t multiplié par t à la puissance 2, donc ça fait t à la puissance x plus 1 exponentielle moins t qui tend évidemment vers 0. Quand t tend vers plus l'infini, donc f est négligeable devant 1 sur t2, et comme cette intégrale converge, l'autre converge. Et en 0, f de t, j'ai ça qui tend vers 1, donc c'est équivalent à t à la puissance x moins 1. Donc cette intégrale va converger en 0 si x moins 1, si et seulement si x moins 1 est supérieur à moins 1. Donc il faut que le domaine de définition est 0 plus infini, puisqu'à ce moment-là, il y a convergence en plus infini et convergence en 0. Deuxième question, pour x positif, x plus 1 est forcément positif, donc gamma de x plus 1 existe et va être égal à ça. Et ça, je prends entre u et v avec ça, j'intègre donc je commence par partie, donc j'intègre exponentielle moins t, je dérive le t à la puissance x, et bon, je vous laisse vérifier, je trouve ça. Et on fixe u, et on fait tendre v vers plus l'infini, donc ça évidemment c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et comme cette intégrale-là est convergente en plus l'infini, on en déduit que l'autre, celle-là, est convergente aussi et qu'elle est égale, donc puisque ça tend vers 0, à exponentielle moins u à la puissance x plus x fois cette intégrale. Voilà. Et maintenant on fait tendre u vers 0, donc quand u tend vers 0, ça tend vers 1 et ça vers 0. Et puis ça, évidemment, c'est une intégrale convergente qui tend vers 0, somme de 0 à plus l'infini. Et donc on en déduit que somme de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t, t, x moins 1 dt est convergente, ce qu'on savait déjà, et égale, oui, celle-là, est convergente, et donc égale, oui, c'était celle-là, à x fois somme de 0 à plus l'infini de celle-là, et donc gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Voilà. Question 3, en posant x égale n plus 1,5, on applique cette formule-là, on obtient ça, pour n égale 0, ça fait gamma de 1 plus 1,5 égale racine de pi sur 2, pour n égale 1, ça fait gamma de 2 plus 1,5 égale 1 plus 1,5, ça fait 3,5 fois, fois celle-là, c'est-à-dire 1,5 de racine de pi. Voilà. Et donc, supposons, parce qu'après on sent bien que ça va être fois 5,5, supposons que gamma de n plus 1,5 est égal à 1,5 fois 3,5 fois 2n moins 1 sur 2, donc on prend tous les nombres impairs ici, racine de pi, pour n supérieur ou égal à 1. Alors gamma de n plus 1 plus 1,5 est égal à n plus 1,5, c'est ce qu'on vient de trouver tout à l'heure, fois gamma de n plus 1,5, donc fois ça. Et donc ça nous fait exactement ça. Et donc on retrouve cette formule-là en remplaçant n par n plus 1. Donc par le théorème de récurrence, cette formule-là est toujours vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà, donc on a toujours ça. Et ça peut s'écrire en bouchant les trous, c'est-à-dire x2, x4, jusqu'à x2n. Et donc on obtient factoriel de n. Puis en bas, on va avoir 2 fois 1, 2 fois 2, jusqu'à 2 fois n, donc 2 puissance n fois n factoriel, racine de pi, donc 2 puissance 2n, 2n factoriel sur 2 puissance 2n fois n factoriel, ça c'est pour n supérieur ou égal à 1, mais ça reste vrai pour n égale 0, puisque pour n égale 0, on retrouve bien racine de pi, donc c'est vrai quel que soit n appartenant à n. La question de 1, donc on prend in qui est égal à ça, la fonction qui est sous le signe somme est continue. Sur R, il y a un problème en plus l'infini, mais on fait comme tout à l'heure, t puissance 2n exponentielle moins t2 sur 1 sur t2, ça fait ça. En fait, ça fait ça, je me suis trompé. Hop, ça fait c'est un plus ici.
Et exponentielle moins t2, ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et comme cette intégrale, l'intégrale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est négligeable devant 1 sur t2, et comme cette intégrale converge, l'autre converge, donc in existe quel que soit n appartenant à n. En faisant le changement de variable u égale t2 qui me donne t égale racine de u, je vais avoir in qui va être égal à u exponentielle moins u. Le dt, ça fait 1 sur 2 racine de u du, et donc j'obtiens u à la puissance, alors ça c'est u à la puissance 1,5, donc n moins 1,5 exponentielle moins u du, avec le 1,5, donc in va être égal, et ça je peux l'écrire, parce que je voudrais avoir du moins 1, donc je peux très bien l'écrire, gamma de n plus 1,5, parce que gamma de n plus 1,5, si je remplace x par n plus 1,5, ça fait n moins 1,5, j'obtiens bien ça, d'accord? Donc c'est 1,5 de gamma de n plus 1,5. Alors gamma de n plus 1,5, je sais que c'est 2n factoriel, 2 divisé par 2, c'est ça en fait, hein, voilà. Mais là j'ai 1,5, donc ça va faire 2 à la puissance 2n plus 1, et donc j'obtiens ça. Suite du corrigé, question 3.1, avec cette intégrale. Le développement en série entière de la fonction cosinusique, c'est ça. Question 3.2, la fonction f qui continue sur R. Alors pour l'intégrale, il y a un problème en plus l'infini, mais la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à exponentielle moins t2, inférieure ou égale à exponentielle moins t pour t supérieur à 1. Et cette intégrale-là est convergente, évidemment. Et donc, l'autre est convergente aussi. Donc, h est défini sur R. F de t égale cosinus xt exponentielle moins t2 est égal, donc je remplace ça par le développement en série entière, je multiplie par une constante, donc je la rentre dans la somme, et j'appelle UNT le terme général. La somme de 0 à plus l'infini des valeurs absolues de UNT dt, eh bien, ça fait 1, et puis ça va me faire x à la puissance 2n, sur 2n factoriel, il va rester t intégrale de t puissance 2n exponentielle moins t2 dt, ce qui me fait in. J'ai pu sortir ce qui était pas en t. Et ça, c'est convergent puisque l'intégrale in est convergente. Et la somme des intégrales des valeurs absolues de un, ça va faire la somme de ça. Alors, je vais donc avoir x puissance 2n sur 2n factoriel. Et in, c'est ça. Donc les 2n factoriels se suppriment, donc Vn va être égal à x puissance 2n sur 2 puissance 2n plus 1 n factoriel racine de pi. Si je fais Vn plus 1 sur Vn, eh bien ça va me faire, alors je vais avoir du x puissance 2n plus 2 sur x puissance 2n, donc ça va faire x2. Je vais avoir du 1 sur 2 à la puissance 2n plus 3, puis qui va simplifier avec le 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1, ça va faire 4 en bas. Et puis factoriel n sur factoriel n plus 1, ça fait n plus 1, ça tend vers 0. Donc la série est absolument convergente. Donc, la somme des un, si je résume, converge simplement vers f. L'intégrale des un de t dt est absolument convergente, et la somme des intégrales des valeurs absolues est convergente. Donc on sait, d'après un théorème de permutation de l'intégrale et des séries, que l'intégrale de f est égale à la somme des intégrales des un. Bon, donc h de x va être égal donc à la somme de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n sur 2n factoriel x puissance 2n n. Ce qui fait ça, alors c'est le même calcul que tout à l'heure, sauf qu'il y a le moins 1 puissance n. Et donc ça fait racine de pi sur 2, somme de moins 1 puissance n, x sur 2, il va me rester x puissance 2n sur 2 puissance 2n, donc x sur 2 à la puissance 2n fois 1 sur factoriel n. Et donc racine de pi sur 2, somme de moins x2, somme de moins x2 sur 4 à la puissance n. Parce que 2 à la puissance 2, ça fait 4, et là, ça va faire x2 à la puissance n. D'accord? Et j'ai le moins. Multiplié par 1 sur factoriel n, et donc racine de pi sur 2, et là, je reconnais
Hein, la somme de ces trucs-là, c'est exponentielle moins x2 sur 4. Et voilà. Question 4. Cette fonction-là est classée 1 parce qu'elle est composée et puis multipliée par des fonctions qui sont toutes de classe 1 sur R. Et quel que soit x, la valeur absolue de cosinus xt exponentielle moins t2 est inférieure à l'exponentielle moins t2 et cette intégrale-là est convergente. Donc x appartenant à R donne h de x et continue. Théorème ça, de continuité. De plus, des ronds f sur des ronds x est égal à moins t sinus xt exponentielle moins t2 qui est continu pour les mêmes raisons qu'ici. La valeur absolue des ronds f sur des ronds x est donc inférieure ou égale à 1, ça. Hein. Donc il va rester t exponentielle moins t2. T est positif, donc je peux écrire ça. Et cette intégrale-là est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à ça. C'est-à-dire 1 demi. Parce que ça fait 0 en plus l'infini, puis 1 demi en ça. Donc convergent. Donc x donne h de x est de classe C1 et h' est égal à la somme des ronds f sur des ronds x. Donc h' de x va donc être égal à la somme de 0 à plus l'infini de moins t, hein, c'est-à-dire je dérive par rapport à x, donc ça me fait moins le cosinus xt, ça me fait moins t sinus xt exponentielle moins t2 dt. Et pour a positif, la somme de 0 à a des sinus xt exponentielle moins t2 sur 2 entre 0 et a, enfin non, cette intégrale plutôt, pardon, est égale à crochet. Donc là j'intègre par partie, donc j'intègre le moins t exponentielle moins t2, qui me fait exponentielle moins t2 sur 2. Et je dérive le sinus, donc ça va me faire ça. Et comme le crochet, quand a tend vers plus l'infini tend vers 0, parce que l'exponentielle l'importe, et quand 0, ça vaut 0, hein, le sinus, donc le crochet va être égal à 0, quand je fais tendre a vers plus l'infini, donc il va rester ça. D'accord? Et la convergence de h' implique la convergence de cette intégrale. Donc, j'ai h' de x qui est égal à moins somme de 0 à plus l'infini de x cosinus xt exponentielle moins t2 sur 2 dt, je peux sortir le x et le 2. D'accord? Et donc, ça me fait moins x sur 2, somme de 0 à plus l'infini cosinus xt exponentielle moins t2 dt, c'est-à-dire moins x sur 2, h de x. Donc, h est solution de l'équation différentielle y' égale moins x sur 2y, qui a pour solution, il suffit d'intégrer, c'est exponentielle de l'intégrale. Donc ça fait de la primitive de moins x sur 2, c'est-à-dire moins x2 sur 4. Donc ça fait y égale lambda exponentielle moins x2 sur 4. Pour x égale 0, ça vaut 1. Donc ça fera que y de 0 sera égal à lambda. Alors si je prends h de 0 est égal à la somme de 0 à plus l'infini, ça va faire 1 d'exponentielle moins t2 dt. Et si je fais le changement u égale t au carré, c'est-à-dire t égale racine de u, j'obtiens que h de 0 va être égal à l'exponentielle de moins u. Le dt, c'est du sur 2 racine de u. Et donc, ça fait 1 demi de u à la puissance moins 1,5 exponentielle moins u du. Donc, 1 demi de gamma de 1 demi, c'est-à-dire 1 demi de racine de pi. Donc, le lambda, là, il vaut racine de pi sur 2. Et h de x, donc, du coup, vaut... c'était lambda exponentielle moins x2 sur 4, donc racine de pi sur 2 exponentielle de moins x2 sur 4, je retrouve bien le résultat. Question, alors, exercice 2, question 1, cette limite c'est égal à l'intégrale de f, bien sûr, hein, c'est une somme de Riemann. Question 1,2, si f est continu, on prend a, alors f est continu, cette fonction-là, on prend a égale 0, b égale 1, et on applique ça. Et donc ça va nous faire ça, et ça donne 1 sur n plus 1. Question 1,3, x suit une loi uniforme, donc on a ça. Question 2, l'ensemble des valeurs prises, ça va de 1 à n, bien sûr. Xn est inférieur ou égal à j si chaque numéro est inférieur ou égal à j, donc la probabilité pour chaque numéro c'est j sur n, et il y en a k, donc ça fait ça. Il suffit de faire un arbre. Si j est supérieur ou égal à 2, P de xn égale j égale P de xn inférieur ou égal à j moins P de xn inférieur ou égal à j moins 1. Donc ça fait ça. Et pour P de xn égale 1, on trouve évidemment ça. On peut écrire comme ça. Donc en fait, P de xn égale j est toujours égal à ça, quel que soit j appartenant à grand J.
E de xn, bah, c'est ça. Donc ça fait ça, plus ça, jusqu'à np de xn égale n, qu'on peut écrire de la façon suivante. Je prends p de xn égale 1, ici je prends p de xn égale 2, etc. Jusqu'à p de xn égale n. Là il reste un p de xn égale 2, je le prends, plus p de xn égale 3, là il en restait 2, hein, plus etc. Puis je continue comme ça c'est l'avant-dernier et le dernier. Donc ça fait p de xn positif, plus p de xn supérieur à 1, plus p de etc. Et donc je trouve bien la somme pour j égale 0 à n-1 des p de xn supérieur à j. P de xn supérieur à j, c'est 1 moins p de xn inférieur ou égal à j, donc 1 moins j sur n à la puissance k, quel que soit j supérieur ou égal à 1, mais ça reste vrai si j égale 0, parce qu'à ce moment-là, ça se fait 0, donc ça fait 1, effectivement, la probabilité que xn soit supérieur à 0, c'est 1. Donc, E de xn, c'est la somme de j égale 0 à n-1 des 1 moins j sur n à la puissance k. Et donc, la somme des 1, ben, comme il y en a n, ça fait n, moins la somme des j sur n à la puissance k. D'accord? Donc, ça fait n moins, alors, si on l'écrit, ça fait 1 puissance k plus 2 puissance k jusqu'à n-1 puissance k sur n puissance k. On sait qu'on a ça. Ça vient de... On l'a vu avant. Je ne sais plus où, mais on l'a vu avant. Ici. Voilà. Donc, 1 sur n, somme des j sur n à la puissance k, est égal à 1 sur k plus 1, plus un epsilon qui dépend de n et qui tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, E de xn, ça va être donc n moins... comme je mets n en facteur, ben n sur n, ça fait 1. Il me reste ce truc-là qui tend vers... qui est égal à 5, que je vais remplacer par ça. Donc, ça va faire n facteur de 1 moins 1 sur k plus 1 moins epsilon de n. Voilà. Et donc, ça me fait n facteur, ça, je mets au même dénominateur, ça fait k sur k plus 1 moins epsilon de n. Et donc, je peux l'écrire nk sur k plus 1, facteur de 1, moins, et puis là, je me débrouille pour qu'il reste que n epsilon de n, donc ça fait ça. Ça, bah, c'est fixe, ça tend vers 0, donc ce truc-là tend vers 0. Et donc, je vois que E de xn est égal à nk sur k plus 1 facteur de 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Donc, E de xn est équivalent à nk sur k plus 1 quand n, évidemment, est au voisinage de plus l'infini. Voilà, pour k égale 1, bah, pour k égale 1, p de x1 égale j, c'est 1 sur n, bien sûr, hein, quel que soit j, c'est une loi uniforme. Hein. Et donc, E de x1 va être égal à n plus 1 sur 2. N plus 1 sur 2 qui est équivalent à n sur 2. Et dans ce cas-là, la formule devient quoi? N fois 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire n sur 2. Et donc, je retrouve bien la même chose. Exercice 3, question 1.1. C'est un grand classique, on considère ça, on développe. C'est un peu, si y est différent de 0, c'est un peu les nombres du deuxième degré. Donc dans ce cas-là, comme ça c'est toujours positif, delta est donc négatif, et delta c'est égal à ça. D'où on déduit ça. Si y égale 0, bah, xy est égal à 0, hein, parce que ça fait x0, donc ça fait 0. Et norme de x, norme de y, si norme de x fois 0, ça fait 0 aussi. Donc en fait, on a encore ça. Donc ça, c'est toujours vrai. Alors, on a vu, la question 1.2, l'égalité si y égale 0. Si y est différent de 0, bien on a l'égalité si et seulement si delta est égal à 0, c'est-à-dire p a une racine unique, qui est donc t égale moins b sur 2a. Alors ici, ça fait moins 2 xy sur 2y2, donc ça fait ça. Mais peu importe, dans ce cas-là, on a ça. Et donc x plus ty égale 0, et donc x, y sont collinaires. Réciproquement, si y est différent de 0, que x, y sont collinaires, alors on peut écrire x égale lambda y, et on a valeur absolue de xy qui va être égale à la valeur absolue de lambda y, ce qui fait valeur absolue de lambda, norme de y au carré, et norme de x, norme de y égale norme de lambda y fois norme de y, ce qui fait valeur absolue de lambda, norme de y au carré. Donc on a bien l'égalité. Conclusion, on a l'égalité si et seulement si x, y sont collinaires. Question 1.3, ben c'est évident, hein, x, y est égal à ça, donc somme des y, j. Partie 1, question 2, n supérieur ou égal à 2. B, c'est donc la boule fermée de centre 0 et rayon 1. Et F, l'application qui est à x fait correspondre ça, c'est-à-dire ça. Donc, je vous laisse regarder, ça fait bien 2 sommes des xi, xj pour i inférieur à j.
S1 de n au carré, c'est la somme des xi au carré, donc ça fait la somme des xi carré plus 2 fois ça, c'est-à-dire plus phi plus f de x. Et donc f de x est égal à S1 de n au carré moins S2 de n. Alors B est une boule fermée, bornée de Rn, donc compacte, et F est continue sur Rn. Donc F va être bornée et atteint ses bornes sur B, donc elle met un maximum et un minimum. Question 4, S1 de n au carré, c'est ux au carré, produit scalaire au carré, et où u est égal au vecteur où il n'y a que des 1. Et donc ce vecteur-là, évidemment, sa norme au carré est égale à n. Et comme on a ça, ça tout fait que S1 de n au carré est inférieur ou égal à n S2 de n. F de x c'est S1 de n au carré moins S2 de n. Et S1 va être inférieur ou égal à ns2, donc ça fait ns2 moins s2, c'est-à-dire n moins 1 s2. Et s2 c'est ça, qui est inférieur ou égal à 1, car x appartient à b. Donc f de x va être qui est égal à ça fois quelque chose qui est inférieur ou égal à 1, va être inférieur ou égal à n moins 1, quel que soit x, appartient à b. Donc c'est majoré par ça. Alors maintenant, est-ce que cette valeur est prise? Oui, elle est prise. Si je prends ce vecteur-là, sa norme au carré est égale à la somme des 1 sur n. Donc, comme il y en a n, ça fait 1. Et donc, la norme est égale à 1. Donc, x est au 0 appartient à b. Et si je calcule Sn, pardon, ça c'est quoi? C'est S2. Oui, c'est S1 ça. S1 de n, ça me fait somme de 1 à n de 1 sur racine de n, donc ça fait n sur racine de n égale racine de n, et donc S1 de n au carré, ça fait n. Ça fait n, d'accord, et f de x0 c'est S1 moins S au carré moins S2, donc ça fait n moins x au carré, mais x, sa norme c'est 1, donc ça fait n moins 1. Donc la valeur n-1 est atteinte en x0, et donc m est grand M égale n-1 est le maximum de f sur la boule B. Alors il y a une erreur d'énoncé dans la question 5, x appartient à S. Donc si x est différent de 0, on peut considérer y égale x sur norme de x qui est unitaire, et donc on a f de y qui est égal à 1 sur norme de x au carré f de x, c'est évident. Et si y appartient à b, alors f de y, puisque y appartient à b, je veux dire, f de y est inférieur ou égal à n-1. Donc f de x, donc f de y c'est ça, qui est inférieur ou égal à n-1. Ce qui veut dire que f de x est inférieur ou égal à n-1 norme de x au carré. Donc si on veut avoir f de x égale n-1, il faut que la norme de x au carré soit supérieure ou égale à 1. Donc que la norme de x soit supérieure ou égale à 1. Donc pour x différent de 0, si x appartient à b et que f de x égale n-1, on doit avoir, puisque x appartient à b, ça, et puisqu'on a ça aussi, une norme de x est égale à 1. Remarquons que si x égale 0, à 0 il appartient bien à b, mais f de x va être égal à 0, qui est différent de n-1. On a donc pour x appartient à b, f de x égale n-1 implique norme de x égale 1, ce qui implique que S2 de n est égal à 1. Donc f de x c'est n-1, ça équivaut à ça égale n-1, donc ça équivaut à dire que S1 de n au carré moins 1 égale n-1, et donc que S1 de n est égal à plus ou moins racine de n. Donc pour x appartient à b, eh bien f de x égale n-1 équivaut à dire que norme de x est égale à 1, et que S1 de n est égal à racine de n ou à moins racine de n. Ça c'est un hyperplan, parce que c'est somme des xi égale racine de n. Ça c'est aussi un hyperplan. Et donc en fait, on a un hyperplan, intersection avec la boule ici, et pareil ici. Et en fait c'est la réunion de ces deux hyperplans pour que f de x soit égal à n-1. Voilà, c'est tout ce que j'en dis. Question 6, grand f de x est égal à la somme de xi, xj égale phi de xx. Petit 7, ij est égal à phi de iej égale 0 si i égale j, égale 1, je me suis trompé, si i est différent de j. Donc a est égal à cette matrice où il n'y a que des 1, sauf sur la diagonale où il y a des 0.
matrice symétrique, donc diagonalisable dans une base orthonormale. Phi est une forme bilinéaire symétrique de matrice A, donc phi de xy est égal à transposé de x à y égale transposé de y à x. On peut vérifier en prenant z égale à x. Donc zi sera égal à la somme des aij xj, et si je fais ty à x, ça fera tyz, donc somme des yizi, c'est-à-dire somme des yi fois ça, c'est-à-dire ça. Et donc, continue que les aij valent 1 ou 0, ça me fait tout de suite égal ça, qui va être égal à phi de xy. Bon, enfin, on n'est pas obligé de faire ça. Question 10.1, jx est égal à s, où s c'est la somme des x, ça c'est évident. Donc si lambda est une valeur propre associée au vecteur x, ça équivaut à dire que jx égale lambda x, où x différent de 0. Donc ça implique que s est égal à lambda xi, quel que soit i. Soit lambda égale 0, alors jx est égal à 0. Donc ça équivaut à dire que s est égal à 0. Donc somme de xi est égal à 0, ça nous donne un hyperplan. Soit lambda est différent de 0, soit x est différent de 0, donc il existe un xk différent de 0. S est égal à lambda xk est différent de 0, puisque lambda et xk sont différents de 0. S égale lambda xi quel que soit i, donc xi égale s sur lambda quel que soit i. Donc s est égal, s c'est la somme des xi, donc ici ça va faire la somme de n termes égaux à s sur lambda, donc ça fait ns sur lambda. Et donc ça fait s lambda égale ns, lambda égale n. Donc tous les xi sont égaux à s sur n. Donc x est égal à s sur n fois ce vecteur-là. Ax c'est s sur n fois ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur nx. Donc en est la droite engendrée par le vecteur qui n'a que des 1. Et on note d'ailleurs qu'il est orthogonal et hyperplan. Voilà. Donc en fait... on a bien diagonalisé, question 10.2, parce que la valeur propre 0 est d'ordre n-1, la valeur propre lambda égale n est d'ordre 1. Donc on a bien diagonalisé, et on a cette matrice diagonale là, dans une base orthonormale. Alors phi de xy égale transposé de x delta y, donc ici, ça va nous faire, compte tenu de ça, si je fais delta y, ça fait ça. Et donc j'obtiens n x1 y1. Question 12, phi de xy égale n x1 y1 moins somme des xi yj. Donc f de x qui est phi de xx est égal à n x1 x1, c'est-à-dire n x1 carré, moins la somme des xi xi, c'est-à-dire la somme des xi carré. Ce qui fait n-1 x1 carré moins la somme des xi carrés de 2n. Pour x appartenant à B, la somme des xi carrés est égale à 1. Donc x1 carré va être inférieur ou égal à 1. Et f de x, à ce moment-là, ça, c'est inférieur ou égal à ça, avec un x1 carré qui est inférieur ou égal à 1. C'est donc inférieur ou égal à n-1. Et pour x égale le vecteur de coordonnées 1, et puis que des zéros après, qui appartient à B, puisque sa norme est égale à 1, on a bien f de x qui est égal à n-1, et donc on retrouve le résultat. Exercice 4, là c'est facile. Oméga égale exponentielle de 2i sur n. Module de z égale 1 équivaut à racine carrée zz bar, parce que zz bar c'est x2 plus y2, c'est positif, qui est égal à 1, ce qui équivaut à zz bar égale 1. Et ça équivaut à dire que z bar égale 1 sur z, puisque z est différent de 0. Oméga k, conjugué de oméga k, c'est le conjugué de 2i pi k sur n, donc c'est moins exponentielle de moins 2i pi k sur n. Donc ça fait, je peux multiplier par exponentielle 2i pi qui vaut 1. Donc ça fait exponentielle 2i pi, vecteur de n-k sur n. Alors si k appartient à 0, n-1, 0 ouvert, oméga k bar égale oméga r avec r égale n-k, qui va appartenir, puisque k n'est pas égal à 0, et puis ça va donc appartenir à 1 n-1, et si k égale 0, évidemment, ça fait oméga 0, ça fait 1,
Donc je prends R égale 0, donc en fait R c'est toujours le reste de N-K dans la division par N. Sn, question 3, c'est la somme des oméga K, ça fait oméga N moins 1 sur oméga moins 1. Alors ça je peux le faire parce que oméga est différent de 1, d'accord? Et donc, et comme oméga n est égal à 1, parce que oméga n c'est exponentielle de 2i et donc ça fait 0. Pn c'est la somme des oméga k, donc ça fait oméga puissance 0 fois oméga 1 fois etc. Donc ça fait oméga à la puissance ça, c'est-à-dire oméga à la puissance ça. Donc ça fait exponentielle de 2i sur n fois n-1 sur 2. Donc la n se supprime, ça fait 2i n-1. Non, ça fait i n-1. Alors si n est impair, n-1 est pair, ça fait 1. D'accord? Et si n est pair, ça c'est impair, et donc ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 à la puissance n. Si n est impair, ça fait 1 si n est impair, donc c'est plus 1. Pn égale moins 1 à la puissance n plus 1, bon, moins 1 c'est pareil. Parce que si n est pair, ça fera moins 1. Question 4.1, P égale Q', donc Q, où Q est égal à la somme de 0 à n des xk, c'est-à-dire xn plus 1 moins 1 sur x moins 1, parce que x est différent de 1. Q', ben, je dérive ça, ça fait n plus 1 xn x moins 1 moins 1 xn plus 1 moins 1 sur x moins 1 au carré, et donc je trouve ça. 4.2, pour k appartenant à 1, n-1, oméga k est égal à ça, qui est différent de 1, car k n'est pas un multiple de n, puisqu'il est entre 1 et n-1. Donc p de oméga k, ça va faire n oméga k à la puissance n plus 1 moins n plus 1 oméga k n plus 1 sur oméga k moins 1 au carré. Et donc oméga n, ça fait 1. Donc ça, par exemple, oméga kn, ça fera oméga n à la puissance k, ça fera 1. Donc il va rester n oméga à la puissance k, moins n plus 1 et oméga k, oméga n ça fait 1, donc oméga kn ça fait 1, donc moins n plus 1, plus 1. Donc les 1, moins 1 plus 1, ça s'en va. Il reste donc n facteur de oméga k moins 1 sur oméga k moins 1 au carré, donc n sur oméga k moins 1. La question 4.3. Xn égale moins 1 égale 0, ça équivaut à dire xn égale 1. D'accord? Donc en plus, évidemment, c'est un polynôme qui a au plus n racines. Donc ça équivaut à dire que son module est égal à 1 et qu'une fois l'argument est égal à 2 capi, donc x est égal à exponentielle de i capi sur n. Et si je prends k égale 0, 1, 2 jusqu'à n-1, ça me fait n valeurs distinctes de k qui vont me donner n valeurs distinctes d'exponentielle de i capi sur n. Donc en fait, on a les n racines qu'on attendait. Donc ils sont comme ça, avec k comme ça. Donc xn-1, ça va être le produit des x. Alors ça, il se trouve que c'est les oméga à la puissance k. Donc ça va être le produit des x moins oméga à la puissance k pour k allant de 0 à n-1. Voilà. xn-1 va être égal à x-1, facteur de... Alors, oui, c'est x-1, parce que là-dedans, pour k égale 0, j'ai x-1. Et puis pour les autres, il reste ça. Mais xn-1, c'est aussi x-1 fois ça. D'accord? Donc pour... j'ai donc x-1 q de x qui est toujours égal à ça. D'accord? Et donc pour x différent de 1, j'obtiens que q de x est égal à ce produit. D'accord? Bon, mais ça, ce sont des fonctions continues en x. Je peux faire dans C tendre x vers 1. D'accord? Et donc limite de q de x quand x tend vers 1, bah, ça fait 1 plus 1, et là il y a n terme, donc ça fait n. Et puis là, bah, chacun des x moins oméga k tend vers 1 moins oméga k. Donc j'obtiens que n est égal à produit de 1 à n moins 1 des 1 moins oméga à la puissance k. Question 5.1 avec cette matrice, EJ est envoyé en E sigma j, où sigma c'est la permutation circulaire en fait, qui envoie 1 en n, 2 en 1, 3 en 2, n en n moins 1. Donc f à la puissance k, je vous laisse réfléchir, enfin ça c'est évident, hein. Ça va envoyer EJ en E
et on va appliquer k fois sigma, donc sigma k de j. Et ça va nous faire, donc ça il faut regarder sur le cas effectivement n égale 4 par exemple, ça fait EJ n, EJ moins n plus k, si j est là-dedans, et EJ moins k si j est là-dedans. D'accord? Parce que 1, j'applique 4 fois, 1 va être envoyé d'abord en n, puis en n-1, et on finit par n moins k plus 1. 2 va être envoyé en 1, puis en n, et on finit par n moins k plus 2. 3 va être envoyé en 2, puis en 1, jusqu'à n moins k plus 3. On fait ça jusqu'à k, qui va être envoyé en k moins 1, et on finit par n. Et ensuite, k plus 1 est envoyé en 1, k plus 2 en 2, etc. Et on retrouve ainsi ces formules. Donc f puissance k va être égal à quoi? En fait, il y a essentiellement des zéros. À partir du rang n-k plus 1, il y a une diagonale qui arrive donc aussi au rang n-k plus 1 aussi. Puis il y a une autre diagonale qui part du rang n-k et qui arrive au rang n-k. Alors ces diagonales contiennent des 1 et partout ailleurs, il y a des zéros. Alors si je fais une combinaison linéaire de f puissance k, de 0 à n-1, eh bien il va se passer quoi? Eh bien, je vais regarder ce qui va arriver au niveau de la première ligne. Par exemple, si je prends cette matrice, ça c'est f à la puissance 1 sur le premier coefficient, c'est 0. Je m'aperçois que c'est 0 aussi pour tous les autres, sauf pour f puissance n qui vaut l'identité. Donc, quand je vais regarder le coefficient a à 1, je vais trouver lambda 0 est égal à 0 grâce à ça. D'accord? Pour k égale 0. Puis après, je vais regarder le deuxième coefficient. Là, je le trouve sur f, il n'y est pas ailleurs. D'accord? Donc, A12 va me donner lambda 1 égale 0, pour k égale 1. Etc., etc. Donc, lambda 2 est égal à 0, ça c'est en regardant k égale 2 pour A13. Et puis, je fais comme ça jusqu'à lambda n-2. Alors, lambda n-2, lui, va me donner A1 n-1 pour k égale n-2. Donc, lambda n-2 va être égal à 0. Donc ça, c'est quand je prends ça, oui, j'arrive à A1n-2-1. Puis pour le dernier, le dernier, ça va être pour celui-là, quand k sera égal à n-1, et je vais trouver lambda n-1 qui est égal à 0, donc tous les coefficients sont nuls. Donc on a affaire à une partie libre. Le sous-espace engendré par les fk pour k allant de 0 à n-1 est libre. Il est libre, et donc ça c'est un espace de dimension n. Voilà. Alors pourquoi supérieur ou égal à n, je peux diviser k par n, donc ça fait k égale nq plus r, avec r entre 0 et n-1. Fk va être égal à quoi? À f à la puissance nq rond f puissance r, ça fait r, f puissance n, c'est l'identité, donc ça fait... Donc ça fait identité à la puissance q, ça fait identité. Donc il va rester f puissance r. Donc il va rester ceux qui sont ici. D'accord? Donc je vois bien que gf, qui est engendré par tous les fk, va être engendré par b. D'accord? Parce qu'en fait, l'ensemble des fk, c'est, pour k appartenant à n, c'est l'ensemble des fk pour k compris entre 0 et n-1. D'accord? Il est engendré par b, donc de dimension n, et de base b, qui est donc ça. Voilà. Alors maintenant, 5, 3 et 4, f à la puissance n, c'est l'identité. Donc, p, le polynôme p égale à x puissance n-1 annule f. D'accord? Et comme il est unitaire, donc, et de degré n, c'est le polynôme caractéristique de f. Les racines de f sont les oméga k, les oméga qu'on avait vu avant, les racines km de l'unité, au nombre de n et 2 à 2 distincts. Donc f va être diagonalisable. En fait, j'ai un polynôme qui est scindé avec n racines, c'est parce qu'on est dans C, et donc diagonalisable. Et les valeurs propres sont les oméga k pour k allant de 0 à n-1. Son polynôme minimal, c'est p, et ça va être quoi? Il suffit de mettre toutes les valeurs propres, c'est-à-dire toutes les racines du polynôme. Donc 1 jusqu'à oméga n-1. Alors qu'on retrouve que gf est de dimension n, car si A appartient à gf, A est égal à la somme de 0 à d de lambda k fk. On divise ce polynôme PA par le polynôme minimal P, donc PA égale PQ plus R, et on a A égale PA de f égale Q
F, oui, alors ça nous fait PQ en F, ça fait P de F rond Q de F, ou Q de F rond P de F vaut 0, plus R de F, avec R qui est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, on obtient bien une combinaison linéaire des FK pour K allant de 0 à n-1, donc GF est inclus dans ce sous-espace. Et ça, c'est libre, parce que si on prend un polynôme qui annule, eh bien, on considère donc un polynôme Q, eh bien, c'est un polynôme de degré inférieur à n qui annule F, et donc Q est égal à 0, parce que son polynôme minimal est de degré n. Donc, tous les lambda K sont nuls. Donc, on retrouve que GF est de dimension n, et qu'une base, c'est l'ensemble des FK pour K allant de 0 à n-1. 6,1, A égale P de F, et donc, comme ça, et donc égal à ça. 6,2, P, matrice de passage de F à D, donc j'ai ça, et GFK égale évidemment P dk P-1, c'est évident, donc A va être égal à ça, que je peux écrire comme ça. Donc je vois que puisqu'elles sont toutes diagonales, eh bien A est diagonale de base B et de matrice diagonale delta égale à ça. 6,3, les valeurs propres de A, les valeurs propres de D, c'est les oméga I, donc là en faisant ça, je vais avoir somme des K oméga I, en faisant ça, somme des K oméga I à la puissance K-1. C'est-à-dire les P de oméga I pour I allant de 0 à n-1. Alors, quand I est entre 1 et n-1, P de oméga I, on a vu que c'est égal à ça, qu'elles sont évidemment 2 à 2 distinctes, parce que si je suppose n sur oméga I-1 égale n sur oméga J-1, j'obtiens tout de suite que oméga I égale oméga J, et comme I et J sont entre ça et ça, et qui sont 2 à 2 distincts, voilà. Et pour I égale 0, on obtient quelque chose qui est dans R, alors que là c'est dans C-R. Donc on voit que les n racines, c'est-à-dire celle-là et puis celle-là, sont 2 à 2 distincts, donc le polynôme minimal de A, c'est PA égale pi de 0 à n-1 des x moins lambda I, avec les lambda I qui sont en fait les, on a dit que c'était les P de oméga I. Donc il est de degré n. Voilà. Donc pour les mêmes raisons que ça, on va avoir que l'ensemble, cet ensemble-là est une base, donc une famille libre, de l'espace GA, qui est engendré par tous les A puissance K, K appartenant à N. Et en fait, cet espace, donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des AK pour K entre 0 et N-1. C'est dû à ça. Question 7, déterminant de A égale déterminant de delta. Et donc, ça va être le produit. Et, sur les diagonales de delta, on a les P de oméga I. Donc, on va faire la somme des P de, le produit des P de oméga I. Donc, ça, c'est oméga 0. Puis, pour les autres, eh bien, oui, parce que, oui, pour les autres, ça fait ça. D'accord ? Donc j'obtiens n à la puissance, alors là il y en a n-1, donc avec n ça fait n puissance n plus 1 sur 2, et le produit. Mais le produit, ce produit-là, on a vu qu'il est égal à 1, donc ça est égal à n, donc il va y avoir une simplification, et donc ça fait n-1, n plus 1 sur 2, moins 1 à la puissance n-1, parce que, évidemment, là c'est inversé. Déterminant de A est différent de 0, donc A est inversible. Le polynôme minimal de A, c'est PA, il est de cette forme-là, d'accord, parce qu'on a du degré n. On sait que le terme constant, c'est le déterminant de A. PA de A égale 0, donc on a quelque chose comme ça. Donc on voit, en faisant passer ça de l'autre côté, et en mettant A en facteur, que A facteur de ça, d'accord, va être égal... oui, A facteur de ça va être égal à 0 et n, donc je divise par A0 qui est différent de 0, et j'obtiens ça. Donc en fait, A puissance moins 1, l'inverse de A, c'est moins 1 sur déterminant de A, fois ce truc-là. Et donc je vois que A puissance moins 1 appartient à G de A. Question 9, B appartient à G de A, c'est une combinaison linéaire des AK, et
c'est une combinaison de linéaires, donc des PF à la puissance K. Et ça, le PF à la puissance K, c'est je multiplie K fois les polynômes, enfin je fais P puissance K, donc le polynôme P puissance K, et je l'applique en F. Mais comme P de F, voilà, non. Et donc ça, c'est un polynôme en F. Donc j'obtiens un polynôme en F. Donc un polynôme en F, c'est une combinaison linéaire de FK pour K appartenant à N. Donc ça appartient à GF1. Donc ça veut dire que tout élément de GA appartient à GF1. D'accord? Donc GA est inclus dans GF, mais comme ils ont tous les deux la même dimension N, eh bien ils sont égaux. Suite F1, donc les deux dernières questions. Question 10, P de x est égal à ça. Donc P de x, vecteur de x moins 1 carré, est égal à ça. Quand je remplace x par f, puisque A c'est P de f, ça me fait ça. D'accord? Mais Fn est égal à In, hein, et donc j'obtiens et que P de f est égal à A. Donc ça fait A facteur de f moins In au carré, qui est égal à nf moins ça plus ça, est égal à ça. Alors, question 11. A-1 appartient à GF, donc c'est une combinaison linéaire des FK pour K allant de 0 à N-1, puisque ça c'était une base. Donc je sais que j'ai ça, plus exactement, je multiplie par A-1 des deux côtés, il me reste F moins IN au carré égale N A-1, F moins IN. Je remplace A-1 par ça, d'accord? Et donc ça fait N, alors ça fois ça fait ça, ça fois ça fait ça. Et je développe, ça fait F2 moins 2F plus IN égale N, et puis je les écris un par un, A0F plus A1 F2 jusqu'à AN-1 Fn, mais Fn c'est IN, moins A0 F puissance 0, c'est-à-dire moins A0 IN, moins A1 F, jusqu'à moins AN moins 1 Fn moins 1, et comme on a cette base qui est libre, on identifie les termes en FK. Donc, pour K égale 0, là ça fait 1. Et ici, où est-ce que j'en ai? J'en ai que j'ai AN moins 1, et puis là j'ai moins A0, multiplié par N. N, AN moins 1, moins A0. En 1, j'ai moins 2. Et de l'autre côté, j'ai A0 moins A1 multiplié par N. Les termes en 2, K égale 2, là j'ai 1, d'accord, et qui va être égal à A1, et puis là je vais avoir moins A2, fois N, d'accord. Puis les autres termes, comme là il y en a plus, vont être égaux à 0. Donc en fait je vais avoir A2 moins A3 égale 0, A3 moins A4 jusqu'à ça. Donc en fait ils sont tous égaux à A2 égale A3 jusqu'à AN moins 1. Voilà. Alors à partir des premières, là, j'obtiens facilement qu'A1 égale à 0 plus 2 sur N, que A2 qui est égal à 1 moins 1 sur N est égal à A0 plus 1 sur N, et égal à tous les autres. Bon, le problème, c'est qu'il faut que je connaisse A0. Alors, je vais écrire que A moins 1A est égal à IN, donc que j'ai ça. Et puis, ça veut dire que j'ai ça. D'accord? Et donc, je vais m'intéresser au coefficient d'IN. Donc là, j'ai 1. Et des IN, j'en ai en faisant A0, alors, A0, hein, d'accord? Plus avec, et j'en fais pas d'autre. Et avec A1F, je peux faire que NA1 Fn, donc NA1. Et ici, avec celui-là, je vais chercher Fn-2, donc ça va faire A2 N-1, plus etc. Et je termine par le dernier qui vient, avec celui-là, en fait, je vais faire 2AN-1, parce que Fn, ça fait identité. Donc j'ai ça. Donc ça fait A0 plus N, je remplace A1 par A0 plus 2 sur N, plus A2. Alors A2, il va être partout. A2, A3, ils sont tous égaux. Donc je peux mettre A2 en facteur. D'accord? A2, c'est A0 plus 1 sur N. Il est facteur donc de 2 plus 3 jusqu'à N-1. Et ça, c'est la somme de 1 à N-1 moins 1. Donc ça fait ça, moins 1, ça fait ça.
Et donc j'ai A0 plus, qui est facteur de 1 plus n, quand je développe là, plus ça, d'accord? Voilà ce que j'obtiens. Plus, alors ça quand je développe ça fait 2. Et puis je vais avoir 1 sur n fois ça. C'est-à-dire n2 moins n moins 2 sur 2n. Ouais, sur 2n parce que sur 2n. Voilà. Est égal à 1. Je ne me suis pas trompé, hein. J'ai bien ça. J'ai ça. Il ne faut pas que je... C'est A0 facteur, oui. Les termes constants, je suis... Oui, c'est parce qu'il y a des sur n. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 2, et là, tout est fois 1 sur n. Donc c'est pour ça que j'ai n2 moins n moins 2 sur 2, bah, divisé par n, donc sur 2 sur n. Et ça doit faire 1. D'accord. Et donc là, je calcule ce truc-là. Et ça fait ça. Et je envoie tout ça de l'autre côté. Voilà, je vous laisse vérifier. Et donc, j'obtiens ça. Et maintenant, je multiplie par 2 sur n2 plus n. Et donc, j'obtiens qu'A0 est égal à ça. Je peux écrire comme ça. Voilà A0. A1 égale à 0 plus 2 sur n. Bah, je fais ça plus 2 sur n. Puis je calcule. Ça fait ça. Et A2 va être égal à 3 jusqu'à n moins 1. Et tout cela, il valent A0 plus 1 sur n. Alors ça, c'est assez... Je fais ça plus 1 sur n. Et je trouve 2 sur n2 facteur de n plus 1. Alors maintenant, j'écris A. Dans tous les coefficients A0, A1, etc., il y a du n2 sur n plus 1 en bas. Pour A0, j'ai n2 moins n... alors attention, là, il y a... Oui, c'est ça. Pour A0, il va rester ça en haut, moins n, donc moins n2 moins n plus 2, d'accord, fois in, hein, c'est A0 in, plus A1f. Alors pour A1, il va rester, une fois que j'ai factorisé ça, n2 plus n plus 2, d'accord. Et pour tous les autres, ils valent A2, ils valent ça, d'accord. Donc je vais avoir la somme de ça fois f à la puissance k. Donc je mets ça, je mets le 2 en facteur, parce que celui-là, il l'est déjà. Et donc je vais avoir 2, somme de k égale 2 à n-1 dfk. Et voilà l'expression de A dans la base dfk.